cette matinée. Euh, oui, et Sylvestre m'a donné des instructions et il m'a dit qu'il va y avoir cette séance euh, euh, cette matinée, puis il y aura une deuxième séance parce que euh, Joël Das Neves ne vient pas ou ne participe pas et donc il y a une communication de Johanna Barr qui sera, qui passera avec la deuxième séance et on s'arrête à 1h30, bien sûr, juste après le remarque finale de Sylvestre. Voilà. Donc, nous commençons avec Monsieur Bruno Delmas à distance, on le voit. Bonjour, monsieur. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, et Monsieur Bernard Delmas, qui est de l'Académie des sciences d'outre-mer de France. Il est en même temps le directeur du comité de France dans Fontes. Et il va nous présenter une communication Fontes Historiae Africanae et l'Académie des sciences d'outre-mer. À vous la parole et vous avez 20 minutes. 20 minutes pour chacun d'ailleurs. À vous, monsieur. Monsieur le Président, je vous remercie. Je voudrais dire en commençant que je suis très heureux de me trouver à distance avec vous, bien que je regrette de ne pas pouvoir être physiquement, puisque dans les années 1980-90, j'ai enseigné de nombreuses fois à Tunis, et donc je connais bien la Tunisie et j'ai beaucoup d'amis. Et j'aperçois Madame Chapoutot, que j'avais eu le plaisir d'inviter à l'École des Chartes pour faire des cours il y a une trentaine d'années, n'est-ce pas, madame? Quelque chose comme ça. Voilà. Mais ce n'est pas évidemment l'objet de notre réunion aujourd'hui. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est du comité français des Fontes Historia Africanae. Alors, je dois dire tout de suite que ce comité est de création récente au sein de l'Académie des sciences d'outre-mer. Et il a été créé en 2015, mais je vais y revenir. Peut-être un mot sur l'Académie des sciences d'outre-mer, qui a été créée, elle, il y a 100 ans, en 1922, et qui fête l'an dernier et cette année jusqu'au 26 avril 2023, sa création. Et en avril 2023, nous aurons, comme il y a un siècle, une grande manifestation dans l'amphithéâtre de la Sorbonne pour célébrer ou commémorer cette création. Alors, l'Académie est forte d'environ 450 membres titulaires, libres, associés et correspondants, et elle est encyclopédique puisqu'elle couvre tous les domaines. Et il y a une section, la première section concerne l'histoire, la géographie, la linguistique, l'ethnographie. La seconde, les sciences politiques et l'administration. La troisième, les questions juridiques, économiques et sociales. La quatrième, les sciences de la Terre, les sciences naturelles, les sciences biologiques, y compris bien sûr la médecine. Et la cinquième, les sciences, l'enseignement, la littérature, l'archéologie, les beaux-arts. Voilà en quelques mots dressé notre académie. Donc l'Académie des sciences d'outre-mer a intégré l'Union académique internationale lors de l'Assemblée générale de Bruxelles en 2015. L'UAI souhaitait, au moment de notre intégration, que l'Académie participe à son programme des Fontes Historia Africanae, qui est son seul programme relatif à l'Afrique au sud du Sahara. L'année suivante, dès février 2016, le comité a été installé avec la venue à l'Académie de la présidente du programme, la regrettée Madame Viera Pavlikovka-Villanova. Le comité est composé de membres de l'Académie qui n'ont pas de spécialistes, de l'Afrique, du Proche-Orient, de la langue arabe. Certains occupent des positions éminentes dans de grandes institutions de conservation, Bibliothèque nationale de France ou de la recherche, Institut de recherche et d'histoire des textes.
Et ainsi, vous avez Madame Roiland, qui est membre de notre section et du comité, mais nous avons aussi Marie-Geneviève Guédon, par exemple, qui a dirigé pendant de très nombreuses années le département des manuscrits arabes de la Bibliothèque nationale de France, où elle a publié des catalogues remarquables. Il y a aussi Bernard Salvin, pour n'en citer que quelques-uns. Comme vous le savez, les institutions françaises de conservation et de recherche sont riches en documents arabes inédits que l'on identifie par des opérations de catalogage scientifique qui sont extrêmement longues et minutieuses, mais en même temps qui nous révèlent beaucoup de choses. Et donc, c'est une tâche sans fin, mais qui nécessite une grande érudition. Lors de la présentation du comité français, j'ai esquissé le domaine géographique que nous pouvions couvrir pour éditer des sources. Il y avait bien sûr le Sahel, mais aussi la Corne de l'Afrique avec Djibouti et l'Éthiopie. Il y avait aussi, bien sûr, et qui est oublié, souvent oublié, Madagascar. Et donc, nous avons adopté complètement l'esprit et les méthodes qui étaient préconisées dans la collection, et j'ai conclu mon propos avec la présentation d'un manuscrit sorabe venant de la collection même de l'Académie, en disant que ce serait notre première publication, et ça a été effectivement notre première publication. Alors, je vais voir si je peux vous présenter quelques images. Non, ça ne marche pas. Je ne crois pas. Ça ne fait rien. Oui, mais on le verra ensuite. Donc, en effet, alors pourquoi avoir présenté ce manuscrit sorabe? C'est que notre académie a une particularité. Elle ne conserve pas de manuscrits arabes ou autres, mais elle conserve une des plus importantes collections de manuscrits arabes sorabes, c'est-à-dire des manuscrits malgaches écrits en écriture arabe et en langue malgache. Et ces manuscrits sont rares, peu nombreux par rapport à l'immensité évidemment des manuscrits ajamis, mais ils sont sans équivalent et la source unique pour la partie, pour l'histoire la plus ancienne de Madagascar. Alors, pourquoi cette anomalie? Pourquoi avons-nous une des plus importantes collections, peut-être la plus importante collection de manuscrits sorabes de Madagascar à l'Académie? Cela s'explique par le fait que dès avant la création de l'Académie, en 1902, et surtout après, les autorités coloniales se sont souciées à Madagascar d'étudier les langues et pour cela de recueillir les textes existants dans l'île pour en étudier la langue et souvent écrite en caractère latin, puisque l'usage des caractères latins s'est imposé dès le XIXe siècle. Mais dans une région particulière de Madagascar, il y avait eu une implantation, c'est-à-dire la côte est, il y avait eu une implantation de marchands venant de Zanzibar, marchands arabes et musulmans, et qui s'étaient implantés, qui s'étaient installés et qui avaient fait souche, et en même temps qui, par leur puissance économique, par le fait de la religion et de la maîtrise de l'écriture, sont devenus les chefs de cette région. Et en particulier, ils ont constitué des royaumes et ils ont utilisé très tôt l'écriture. Donc, à la différence du reste de Madagascar, où finalement les choses ont été écrites plus tard et très tôt en caractère romain. Et donc, il y a là cette particularité. Or, voilà. Alors, toutes les remarques que l'on a faites hier sur ces manuscrits de famille, on les retrouve à l'identique, c'est-à-dire ils sont sacrés, et ils sont à la fois majoritairement magico-religieux, il y a aussi des chroniques, et ils sont conservés dans les familles de l'aristocratie et considérés comme des trésors et sont sacrés. Enfin, ce que l'on a dit sur les manuscrits du Sahel est très comparable. Alors, ces manuscrits, ils sont donc
peu nombreux puisqu'ils concernent la côte orientale de Madagascar. Ils sont conservés dans les familles et il y en a quelques-uns qui se trouvent dans des institutions à Madagascar, l'Académie malgache, les universités, et puis dans 3 pays, en France, au Danemark et puis en Angleterre peut-être, il y en a un ou deux. Et en France, il y en a quelques-uns à la Bibliothèque nationale, au Muséum d'histoire naturelle, et la plus grande collection est celle de l'Académie des sciences d'outre-mer. Voilà. Et alors, ces manuscrits sont le fait d'un homme qui était un linguiste, mais nous allons y revenir, et un administrateur. Alors, le catalogue de ces manuscrits a été établi il y a maintenant plus de 30 ans, 40 ans, dirais-je même, par Philippe Beaujard, qui est le grand spécialiste de ces manuscrits, et il a pu lui-même en photographier un grand nombre, ceux de l'Académie malgache, mais aussi au contact avec les personnalités, avec des familles locales, puisqu'il a vécu toute sa carrière à Madagascar, il a pu avoir accès à des manuscrits et en copier quelques-uns. Et donc, il a une très importante collection. Et puis, il y a aussi, Sylviane Eposteri, qui elle aussi a travaillé beaucoup dans cette région et qui était son élève, et puis a fait le même type de démarche et qui a recueilli donc des photos d'un certain nombre de manuscrits qui ne sont pas connus ailleurs par des familles, et aussi elle a enregistré des témoignages, ce qui fait qu'elle a une palette de documents. Donc vous avez là sur place une des personnes qui connaît le mieux ces manuscrits, elle vous en parlera bien mieux que moi. Et donc, pourquoi ces manuscrits s'appellent-ils sorabes alors qu'ils sont comparables aux manuscrits ajami? C'est parce que simplement l'écriture arabe a été dans cette région adaptée à la langue locale. Et donc il y a par rapport à l'écriture arabe sahélienne, qui elle-même peut avoir des variantes, bien entendu, il y a des variantes aussi qui typent particulièrement cette famille, d'où le nom qu'on lui a donné de manuscrit sorabe. Mais donc, ces manuscrits qui sont peu nombreux, on les évalue à quelques centaines d'originaux. Il y a des copies comme celle de l'Académie. Les manuscrits de l'Académie des sciences outre-mer sont des copies de documents que un administrateur, j'y reviendrai dans un instant, a fait constituer lorsqu'il était administrateur. Il a demandé, il avait des amitiés avec des chefs, et les chefs ont fait des copies pour lui, etc. Mais donc il y en a quelques centaines, il y a donc très peu. Mais pour l'Académie des sciences d'outre-mer, c'est quelque chose d'important. Alors, donc, nous avons créé une collection que nous avons appelée tout simplement Sources africaines, et cette collection est publiée aux éditions Goettner, qui est le spécialiste reconnu des éditions scientifiques relatives au monde musulman. Donc, cela avait tout à fait sa place dans cette collection. Alors, le premier volume a été publié, comme annoncé, le manuscrit malgache HB2 pour Hubert Berthier, et qui a constitué la collection de l'Académie. Donc, simple interprète à l'origine, vu ses qualités, on l'a recruté comme administrateur, et puis il a gravi petit à petit les échelons, mais au début de sa carrière, il a constitué cette collection. Et ensuite, il a même terminé comme gouverneur général honoraire. Donc ces manuscrits concernent une zone particulière. Donc, le premier manuscrit que nous avons publié, donc c'est celui-là, c'est le HB2, qui donne une chronique sous le titre, c'était Philippe Beaujard, dont j'ai parlé il y a un instant, qui l'a édité sous le titre de Tradition historique du Sud-Est de Madagascar, le manuscrit arabico-malgache HB2, et je vois que Madame Desposteri vous en montre la couverture. Le volume donne le facsimilé du manuscrit avec en vis-à-vis la transcription du texte en caractère latin et la traduction en français.
des tableaux et des cartes situent la chronique dans le temps et dans l'espace, mais il y a plus, l'édition est complétée par une étude du manuscrit et sa comparaison avec d'autres sources. Et en annexe, Philippe Beaujard donne l'édition d'une annexe du manuscrit HB2, enfin pas d'une annexe, d'une variante, qui est et qui est conservée à l'Académie malgache. Donc on a ces deux choses. Voilà, donc c'est une édition particulièrement riche, avec une comparaison avec d'autres manuscrits qui sont proches. Le deuxième volume est un texte sahélien. Il a été achevé d'imprimer en octobre 2019. C'est l'œuvre de notre collègue Mohamed Idiagayete, que donc je salue ici s'il est dans la salle, et qui s'intitule Barth à Tombouctou, lettre d'Ahmad al-Bakali al-Kunti à Ahmad Ben Ammar, émir du Massina, en 1854. Ce texte édité est l'œuvre du chef spirituel de la voie Kadiriya, enfin, excusez-moi, je prononce mal. Le texte édité concerne la venue de l'explorateur Barth à Tombouctou dans un contexte à la fois confus, de conflits internes à l'islam et en même temps l'arrivée des explorateurs européens et de la pénétration coloniale française. Et donc il y a là toute une correspondance qui était d'ailleurs connue, mais là nous en avons Monsieur Yagayete en a donné une édition scientifique complète, et je ne sais pas si vous avez le volume, s'il est là, non, s'il n'est pas là, voilà. Donc voilà les deux premiers volumes que nous avons publiés donc dès 2019. Et puis la pandémie est survenue, qui a arrêté pas mal de choses. Notre collègue Philippe Bonichon, qui s'occupait de la collection, a été gravement malade, et donc les choses sont un peu tombées. Et nous avons dû reprendre la préparation des volumes suivants maintenant. Alors, nous avons deux volumes qui sont prêts à la publication, et si nous n'avions pas eu de retard, même, ils seraient déjà publiés. Le premier, l'idée du volume, qui porte le titre « Écrire la guerre au Fouta Djallon, récit en vers arabe d'expédition militaire au XIXe siècle », a été proposé au comité par Bernard Salva, un de ses membres. Il s'agit de publier une sorte... là, je suis peut-être un peu long, non? Il me reste combien de minutes? Bon. Il s'agit donc là de publier, et l'idée, c'était de publier une sorte d'anthologie de poèmes guerriers de la région du Fouta. Alors, cette anthologie entre... Bon, oui. Donc, publier une anthologie. Et donc là, ce sont 8 poèmes guerriers, peu relatifs à des guerres qui ont eu lieu dans le Fouta Djallon entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle, avant l'arrivée des Français. Ce recueil réunit donc des manuscrits, souvent uniques, conservés aussi bien en France qu'à Dakar, à l'IFAN, et même dans des familles du Fouta. Et donc, nous avons là un ensemble de textes comparables ayant le même thème, c'est-à-dire des poèmes guerriers, une même région, mais avec des provenances différentes, collection publique, collection privée. Ce volume, il s'agit d'un projet ambitieux puisqu'il mettait en équipe plusieurs personnes et plusieurs acteurs. Il y avait la traduction, les commentaires, etc., 4 auteurs, et malheureusement, et le volume était prêt dès l'été dernier, mais l'éditeur, nous attendons toujours avec l'éditeur l'accord d'un des auteurs pour lancer l'impression. Le volume 4, qui a donc été retardé par l'attente de l'apparition du volume précédent, est lui aussi chez l'éditeur et prêt à être imprimé. Il porte sur la reproduction, translittération, transcription et traduction du manuscrit arabico-malgache HB6 de l'Académie. Il concerne cette fois-ci donc bien sûr Madagascar, et
et il vient compléter le volume précédent. Et l'édition est préparée par Sylviane Neposteri, donc, et qui est ici présente sous le titre « Traces d'histoire dans la tradition arabico-malgache 15e, 19e siècle » à propos du manuscrit arabico-malgache HB6, donc toujours de notre collection. Il comprend une importante introduction sur la tradition écrite arabico-malgache, puis, après l'édition du manuscrit, dans les mêmes conditions que le précédent, avec simplement, on va ajouter cette fois-ci la translittération, il y aura la translittération, la transcription et la traduction, donc ce qui pour les linguistes peut présenter un intérêt important, et après l'édition, donc un commentaire critique du témoignage. Et puis, Madame Neposteri a ajouté à ce document 3 documents plus récents issus de ces collections, l'édition d'un extrait du manuscrit Sorave inédit, le SN02, un texte écrit en français en 2015 par Borimena sur la genèse de la relation Antemoro-Sakalav, et enfin le texte de l'entretien de Ramananarivo avec Sylviane Neposteri, donc un entretien qu'elle a eu avec un témoin. Et donc ceci est tout à fait intéressant parce que relativement aux mêmes événements, nous avons plusieurs traditions orales, des écrits très anciens d'une tradition orale qui s'est perpétuée avec d'autres écrits qui sont venus ensuite, et donc différentes époques de fixation d'une même tradition, et cela est tout à fait intéressant. Alors maintenant, quels sont nos projets? Donc ces volumes, comme j'ai dit, auraient dû paraître l'an dernier, mais ils vont paraître maintenant, j'espère, dans les prochaines semaines. Nos projets, dont sera publié ensuite en 2024 par Anne Regour, le catalogue d'une bibliothèque privée de 200 manuscrits d'Éthiopie. Alors ça, nous sommes donc cette fois-ci dans la Corne de l'Afrique. Ce catalogue concerne la bibliothèque de manuscrits arabes et ajami la plus importante d'Éthiopie en nombre de volumes. Situé à Harar City, il s'agit d'un fonds privé d'accès public, et le catalogue porte sur des Corans datés du XVIIe au XXe siècle. Et surtout, ce qui est important et ce qui est exploité, c'est ce qui est inscrit dans les marges de ce manuscrit et qui permet de documenter l'histoire de Harar, tout en mettant la collection dans le contexte. Voilà donc ce que nous avons là publié en 2024. Nous envisageons sous une forme à définir avec Sylvester l'édition de la correspondance relative à Madagascar au XVIIIe siècle du comte Beniowski avec le secrétaire d'État à la marine à Versailles. Donc là, un témoignage, là encore, avant la colonisation d'un marin. Mais ça, ce sont des choses à définir. On aurait pu en parler si j'avais été présent. Malheureusement, il faudra le faire à une autre occasion. Et puis, nous avons 6 autres projets en cours d'évaluation pour les années à venir. Donc, vous voyez, le travail ne manque pas. Voilà notre contribution. Alors, elle est jeune, elle est courte, elle est encore en construction, mais et modeste, mais donc nous comptons bien dans les années à venir continuer à fournir de nombreuses sources inédites aux chercheurs. Et je crois que les communications qui vont suivre vont mettre en évidence des aspects du travail d'identification que nous faisons et que nous préparons, puisque donc les 2 personnes qui vous entourent, Monsieur le Président, eh bien, sont dans l'équipe et de nos travaux. Je vous remercie de votre attention. C'est à nous de vous remercier, Monsieur Bruno Delmas, pour tout cet effort accompli par votre comité. Vous avez accumulé une masse de données assez importante sur les sources africaines. Bravo. Et on passe à la deuxième conférence. Madame Muriel Roiland, de l'Académie des sciences d'outre-mer aussi, de France, qui va nous parler d'une conférence intitulée « Identifier et signaler les manuscrits arabes conservés dans les bibliothèques municipales de France ». À vous la parole.
C'est parfait. Alors, je suis, quant à moi, honorée d'être invitée à participer à cette rencontre de l'UAI en tant que membre de la toute jeune commission française des Fontès Historie Africanées. Et je tiens à remercier chaleureusement pour son accueil Beit El Hikma et son président, M. Ben Robdan, mais aussi les deux organisateurs, notamment Sylvester. À travers cette intervention, je vais vous parler de mon travail actuel au CNRS en tant qu'ingénieur en analyse des sources historiques et culturelles en arabe. Travail qui intéresse directement aussi bien la ZOM que l'UAI à travers ce programme des Fontès. Quelques mots tout d'abord sur l'IRHT, mon institut de recherche au CNRS. L'une des missions premières de l'Institut de recherche et d'histoire des textes depuis sa création en 1937, c'est de réunir en un même endroit en France toutes les photos analogiques d'abord, puis numériques depuis les années 2000, de tous les manuscrits médiévaux qui sont présents dans les bibliothèques publiques de France, hors Bibliothèque nationale de France et hors Bibliothèque des langues et civilisations. Un objectif commun à tous les membres du laboratoire, étudier les manuscrits, comparer, éditer les textes, les faire connaître, notamment les inédits, et retracer l'histoire de la transmission des textes et celle des manuscrits aussi en tant qu'objet. La photothèque de l'IRHT est riche aujourd'hui de 85 000 reproductions de manuscrits, avec une toute petite partie en arabe, environ 4 000 reproductions de manuscrits. Manuscrits arabes qui sont conservés en France, donc, mais ça c'est une petite partie, à la suite des campagnes du service de photographie du laboratoire, mais surtout des reproductions de manuscrits que nous faisons venir de l'étranger, du monde entier, en fonction des sujets de recherche, des professeurs, des chercheurs et des étudiants. Je vous montre une carte de France qui vous permet de voir que les manuscrits sont présents, les manuscrits, alors manuscrits latins, grecs, en hébreu, en langue romane et en arabe, sont présents sur tout le territoire français, dans des bibliothèques de grandes villes, mais aussi dans les bibliothèques de toutes petites villes en France. Tous ces manuscrits qui ont été catalogués il y a pendant une durée de 150 ans dans un catalogue des bibliothèques, catalogue des manuscrits des bibliothèques publiques de France, et ils ont été transférés dans une plateforme hébergée par la BNF qui s'appelle le catalogue collectif de France. Pour ce qui me concerne, donc les manuscrits arabes, on est confronté à une très grande difficulté, c'est que ces manuscrits sont classés par ville et à l'intérieur de chaque ville par institution, par bibliothèque. Et ensuite, on peut taper arabe, langue arabe, mais là, on retrouve tous les manuscrits qui sont en fait en caractère arabe, qui ont été catalogués comme tels parfois il y a 150 ans, et qui peuvent être non seulement des manuscrits arabes, mais des manuscrits turco-ottomans ou persans, ou dans toute autre langue en caractère arabe. Et surtout, ces informations qui peuvent avoir une centaine d'années n'ont pas été révisées, et il n'y a aucun outil de recherche qui vous permet d'accéder à ces manuscrits en faisant une recherche par titre ou par nom d'auteur, par exemple. Pourquoi? Parce que, comme c'était le cas il y a très longtemps, vous voyez ici un exemple à Narbonne, à la bibliothèque municipale, d'un manuscrit qui est donc du Shir. Si on le lit en caractère latin, il n'est pas toujours facile de savoir le nom de l'auteur, parce qu'il a été mal rédigé, et on ne ferait plus du tout ça comme ça aujourd'hui. Donc ces manuscrits, tous ces manuscrits qui sont présents sont bien dans cette plateforme, mais ne sont pas connus des chercheurs, ni en France, ni à l'étranger. Et mon objectif est de les rendre visibles. Alors, un défi que m'a confié le directeur de mon laboratoire il y a quelques années, ça correspondait à mon entrée dans la commission des Fontès Historiae Africanées, c'est de réinventorier tous les manuscrits arabes des bibliothèques publiques, donc qui dorment dans ces bibliothèques et auxquels on ne peut pas accéder. Une première chose est d'abord de vérifier la présence réelle de ces manuscrits
Et j'ai souhaité ne pas me limiter aux manuscrits médiévaux parce que, bien évidemment, ces manuscrits arabes, notamment dans ces bibliothèques, sont très souvent d'époque moderne et viennent de la colonisation française. Donc la problématique, c'est vérifier leur présence physique, identifier les manuscrits qui sont encore présents ou qui sont entrés dans les collections ces dernières années, ça arrive très souvent. Entrer les données, choisir une base de données qui va permettre d'entrer les titres et les noms des auteurs, non seulement en caractère latin, translittéré en essayant de respecter les mêmes règles en France pour toutes les bibliothèques, mais aussi en arabe, parce qu'avec le directeur scientifique de la Bibliothèque des langues et civilisations, nous tenons maintenant à entrer aussi les données en arabe pour que ce soit plus facile à trouver, parce que la translittération n'est pas toujours évidente. Et il a fallu ensuite faire le choix d'une base de données qui me permettent de détailler les descriptions codicologiques qui m'intéressent particulièrement, donc toutes les informations qui concernent le papier, les encres, la présence de filigrane, les sceaux, les ex-libris, en fait tous les éléments codicologiques de ces manuscrits, signaler toutes les données de provenance. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement aussi. Intégrer les images de toutes ces données et renvoyer vers la numérisation des manuscrits quand elle a été réalisée par l'Institut de recherche et d'histoire des textes. Donc, trouver à l'intérieur d'une base tous ces éléments, y compris les images des manuscrits, pour qu'ils puissent être étudiés. Alors, j'ai pris l'exemple de la ville d'Arras, en France, c'est dans le Pas-de-Calais. C'est une ville de 40 000 habitants, donc pas une ville très importante, et elle m'a intéressée pour deux raisons principales. D'abord, elle a subi le traumatisme de la Première Guerre mondiale, et ses collections ont en grande partie été détruites, notamment ses manuscrits. Il ne subsiste donc de ces manuscrits arabes que les données du CCFR, de l'ancien catalogue que vous avez vu au tout début. Les manuscrits arabes étaient au nombre de 22 et ils avaient été en grande partie donnés par un érudit local, Victor Adviel, qui était un historien, un dessinateur, un haut fonctionnaire, mais aussi un bibliothécaire et un collectionneur. Et il a fait don de sa collection à la bibliothèque de sa ville, environ 1000 ouvrages imprimés et manuscrits. Les autres manuscrits de cette bibliothèque municipale proviennent d'une vente des manuscrits qui ont, eux, appartenu à l'orientaliste Garcin de Tassy. Je cite cet exemple d'abord parce que les manuscrits ont disparu malheureusement et ces manuscrits étaient, j'ai à chaque fois surligné en rouge tous ceux qui étaient maghrébins ou africains ou supposés comme tels. Donc cette situation se retrouve dans de très nombreuses villes en France, petites comme grandes villes. Les manuscrits arabes nous viennent soit de la période coloniale, soit ils ont été donnés par des collectionneurs ou acquis par des orientalistes et ensuite donnés à la bibliothèque municipale de leur ville d'origine, ce qui explique cet éparpillement des manuscrits sur tout le territoire français. L'une des plus importantes collections de manuscrits orientaux, cette fois, donc aussi turco-ottomans et persans, qui ont été offerts à leur ville par un ou des collectionneurs, c'est celle de Rouen en Normandie, collection que j'ai décrite dans un article avec deux collègues et dont la chargée de description des manuscrits arabes de la Bibliothèque des langues et civilisations à Paris. Et nous avons offert avec Anne Regour, qu'on a cité et que Bruno Delmas a cité également, on a offert les mélanges dans lesquels on trouve cet article sur les manuscrits de Rouen à Marie-Geneviève Guédon. Dans le cas d'Arras, donc malheureusement, sur ces 22 manuscrits qui sont particulièrement intéressants, il n'en subsiste que 2 qui ont été numérisés par l'IRHT et que l'on peut retrouver en ligne sur Internet. Donc le premier inventaire que j'ai effectué m'a permis de constater qu'il y avait au moins 600 manuscrits orientaux qui sont éparpillés en France.
Alors, comment sont-ils signalés aujourd'hui? Vous remarquerez qu'il y a 13 régions en France et il y en a dans toutes les régions françaises. Et là, on voit grosso modo, parce qu'en fait, je découvre, à chaque fois que je vais dans une ville, je découvre des nouveaux manuscrits arabes qui n'ont encore jamais été signalés ou d'autres qui ont disparu. Il y en a absolument partout sur le territoire. Donc, comment sont-ils signalés aujourd'hui? Ils sont signalés dans plusieurs outils. Malheureusement, et c'est souvent le cas dans tous les pays, les manuscrits sont signalés dans plusieurs bases de données et pour les chercheurs, il est extrêmement difficile de savoir où ils doivent aller, dans quelle base ils doivent interroger. La BNF a son propre outil qui est le site Archives et manuscrits et elle a mis en place un nouvel outil qui est progressivement déployé dans les bibliothèques publiques avec des numérisations dans Gallica. Il y a les bibliothèques universitaires avec un outil, un catalogue en ligne qui s'appelle Calam. Et progressivement, certaines universités, elles aussi, numérisent leurs manuscrits. À l'IRHT, on a aussi une base de données qui réunit tous les manuscrits dont nous possédons une reproduction à l'IRHT, donc environ 85 000 manuscrits, et dont 4 000 manuscrits arabes. Et j'ai fait, moi, le choix d'entrer toutes les nouvelles descriptions ou toutes les améliorations des descriptions existantes dans une base de données codicologiques et de données de provenance qui s'appelle Bibal et qui est sur une plateforme en ligne qui s'appelle Biblissima. Alors, comment j'ai procédé? Ma grosse difficulté, c'est que je suis en fait la seule à faire ce travail en France pour les manuscrits qui sont conservés dans les bibliothèques municipales. Vous imaginez bien qu'il n'y a pas d'arabisants dans toutes les petites villes de France. Donc, ils ont des manuscrits arabes qui sont une petite partie de leur collection et ils ignorent les contenus en dehors du vieux catalogue des bibliothèques publiques et ils ne peuvent rien en faire en réalité. Donc, j'ai commencé par procéder par la région Bourgogne-Franche-Comté parce que le photographe de l'IRHT se déplaçait dans les différentes villes pour faire des numérisations de ces manuscrits. Voilà comment se présente la base Bibal. Et je vais vous montrer voilà, une indication sur pourquoi j'ai choisi cette base en particulier. Donc là, vous voyez une description de Dijon. Pourquoi j'ai choisi cette base? Parce qu'elle est particulièrement riche en informations. Je peux y décrire non seulement chaque manuscrit en faisant une description très pointue de tous les éléments codicologiques, de tous les éléments textuels qu'ils contiennent. Donc, s'il y a un seul texte, ça peut être rapide, mais ça peut être un recueil avec une cinquantaine de textes. Donc là, ça ne prend pas une demi-journée, mais ça peut prendre un mois. Et surtout, il y a aussi toutes les marques de provenance qui m'intéressent. Donc, tous les noms qui vont être cités dans ces manuscrits, le collectionneur, les noms des différents possesseurs, les noms du ou des copistes, les noms bien évidemment des auteurs, mais aussi des mentions de waqf, donc des dons de manuscrits en biens habous. Donc, il y a en fait une mine d'informations. Et toutes ces informations peuvent être entrées dans cette base et ça permet de retracer, de réunir en ayant le nom du collectionneur tous les manuscrits qu'il a pu posséder et ça aide à la connaissance de la transmission de ces manuscrits. Donc j'entre absolument toutes les informations que je peux. Non, je suis en train d'aller à l'envers. Et à l'intérieur de cette base, j'ai pu créer une page qui est dédiée aux manuscrits arabes, ce qui permet de les rendre visibles et non pas noyés, en raison de leur petit nombre, dans la masse des manuscrits latins, bien évidemment, qui sont les plus nombreux en France. Donc ça, c'est un travail en chantier. J'ai fait la région Bourgogne-Franche-Comté et récemment, je vous en parlerai à la fin, la dernière ville dans laquelle je me suis rendue, c'est La Rochelle. Alors, je circule en France au gré des campagnes de numérisation et à la demande de conservateurs qui entendent parler de moi et qui me disent « Ah,
à Rouen. Voilà, j'aimerais que soit mis à jour le catalogue des manuscrits orientaux dans ma ville, parce qu'on va organiser une exposition ou pour toute autre raison. Donc, en Bourgogne-Franche-Comté, je vous donne aussi quelques informations, Monsieur le Président. Je ne sais pas combien de temps je dispose encore. 5 minutes? 5 minutes, oui. C'est parfait. Donc, la Bourgogne-Franche-Comté, j'ai fini ce travail. Donc, toutes ces descriptions, là, c'est vraiment c'est grosso modo. J'ai entré toutes ces informations dans la base Bibal de l'IRHT et il y a toutes les numérisations des manuscrits. C'est une région dans laquelle il y a pas mal de manuscrits. Et alors, Dieu merci, pas de manuscrits qui ont disparu cette fois dans les 2 guerres mondiales, mais des manuscrits qui sont entrés dans les collections et qui n'ont encore jamais été décrits. Donc là, je vous laisse parcourir, je ne vais pas vous lire tous les textes, mais vous voyez qu'il y a de nombreuses villes, plus ou moins grandes, Autun, Besançon, 17 manuscrits, c'est une collection importante, qui ont été donnés par un certain Valentin de Voisin. Attendez, je cherche. Non, c'est ça. Oui, c'est ça, Valentin de Voisin. Ces manuscrits viennent d'Algérie et au début de la colonisation dans les années 1840. Donc ça, c'est un exemple de manuscrit issu de la colonisation. Il y a des manuscrits dont on ignore totalement la provenance. Donc là, j'essaye de trouver d'autres informations dans les archives, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc là, vous voyez aussi à Dijon, il y a une étude de provenance très intéressante qui a été faite par un chercheur qui s'appelle Sébastien Garnier. Donc le gros avantage de mon travail, c'est que bien sûr, mon souci, c'est d'attirer l'attention des chercheurs, puisqu'ils n'ont pas connaissance de ces manuscrits en France, que vous savez qu'il est de plus en plus difficile de se rendre dans les pays arabes, et donc autant exploiter les manuscrits qui sont conservés sur le territoire. Donc ça permet à des chercheurs de découvrir des manuscrits et de travailler à leur tour pour les décrire. Et c'est ce que Sébastien Garnier a fait pour les provenances d'un manuscrit algérien, donc le 3642, qui est conservé à Dijon et dont on a la numérisation. À Dole, 11 manuscrits arabes. À Mâcon, il y en a 5, dont 4 pour lesquels il est écrit « pris dans la mosquée de Constantine », à la suite d'un siège qui a été fort long. À Sens, il y a 2 manuscrits arabes qui sont dans une société savante, pas dans une bibliothèque municipale. Et là, c'est à l'occasion de la numérisation, la bibliothécaire savait qu'il y avait aussi 2 manuscrits arabes dans cette société savante. Donc, ils ont été numérisés et j'ai fait un article pour les décrire tous les 2, puisqu'ils étaient jusqu'alors inconnus. Un manuscrit qui a appartenu à l'émir Abdelkader, et le second qui est un manuscrit africain très intéressant. Alors, très intéressant, est-ce que j'ai mis la photo? Oui. Quand les manuscrits sont numérisés, donc on les intègre dans notre base, dans notre bibliothèque numérique à l'IRHT. Donc le manuscrit en arabe ayant appartenu à l'émir Abdelkader, c'était assez facile à décrire. Le manuscrit africain, lui, était pour moi totalement illisible, parce que je voyais bien que c'était des caractères arabes, mais pas, c'est un manuscrit ajami. Et j'ai pu en connaître le contenu grâce à mon ami Abdulwahid Haïdara à la bibliothèque Mohamed Tahar à Tombouctou, que je sollicite dès qu'il y a des manuscrits africains, dès que je découvre des manuscrits africains, parce que, comme c'est le cas souvent des manuscrits africains, ils ne sont pas reliés, les feuilles sont empilées, elles ont souvent été éparpillées. Et là, si on numérise, ce qui a été le cas de ce manuscrit, parce qu'on n'avait pas le temps de le mettre en ordre, on le numérise, on le met en ligne, mais alors pour le lire, ensuite, c'est extrêmement difficile, parce que vous imaginez jeter les pages d'un roman, les rassembler et ensuite essayer de le lire, quelle que soit la langue, ça va être très compliqué. Donc, il m'a aidé à mettre en ordre ce manuscrit et grâce à un savant de Tombouctou, nous savons aujourd'hui, je cherche pour vous dire, quel est le nom de l'auteur. Il y a un texte en peul très important et très intéressant du Chir Ibrahim, qui est connu sous le nom de Baboto.
Et donc, c'était un savant très connu, je crois, du début du 19e siècle, qui avait écrit ce texte en peul. À ma connaissance, c'est la seule copie qu'on connaît, en tout cas en France, de ce manuscrit. Voilà. Ensuite, pour finir, je vous dirais que l'année dernière, donc je suis sollicitée à droite et à gauche, et il y a eu une importante exposition des manuscrits d'Abdelkader au château de Chantilly, à l'occasion du bicentenaire de la naissance du duc d'Aumale. Et avec ma collègue de la Bulac, nous avons nous avons fait le catalogue, participé à l'exposition et fait le catalogue en reprenant les informations qui avaient été données par Constant Hamès il y a 20 ans lors de l'année de l'Algérie en France. Il y avait une exposition au château de Chantilly à cette époque. Il avait fait un premier catalogue et avec ma collègue, on a découvert que dans les manuscrits, voilà l'exposition au château de Chantilly et l'affiche, à l'intérieur des manuscrits, on a trouvé environ 250 documents d'archives qui, qui étaient parfois cachés dans la reliure d'un manuscrit, il y a 85 qui étaient cachés dans une reliure, et qui étaient des petits papiers avec le sceau de l'émir Abdelkader, plié de façon toute petite et glissé dans la couverture. Et ça, il y a aussi une lettre de Monseigneur Dupuche en arabe, par exemple. Donc, on a voulu mettre en valeur ce fonds d'archives pour qu'il puisse par la suite être étudié par un doctorant ou par des chercheurs. Mais là, il y a un travail de description pointu à faire de chacun des documents, ce qu'on n'a pas pu faire. On les a regroupés par thème pour pouvoir donner une idée du contenu de ces documents. Il y a des contrats, c'est une mine d'informations sur l'histoire vue de l'intérieur. Alors, une dernière enquête à La Rochelle. Là aussi, on va faire une campagne de numérisation très prochainement. Et à La Rochelle, la conservatrice m'a dit qu'il y a, à l'occasion de leur déménagement en 1990, ils ont trouvé des manuscrits arabes qui n'avaient jamais été décrits. Et donc, non, je reviens toujours en arrière. Et parmi ces quelques manuscrits, 3 manuscrits qui forment un ensemble, qui sont à l'évidence sahariens d'Afrique de l'Ouest, mais je n'ai pas encore eu le temps de préciser le contenu. Certains contiennent de très nombreux textes, mais je sais qu'ils ont été pris lors de la bataille de Samori en 1898, et j'ai essayé de savoir quelle était cette bataille, puisque je ne suis pas du tout spécialiste de cette période. C'est une bataille qui a mis fin à la résistance de Samori Touré, fondateur de l'empire Wassoulou, qui allait du Mali à la Guinée, et c'est un personnage qui a lutté pendant 20 ans contre la présence française et anglaise jusqu'à sa capture en 1898. Donc la découverte de ces 3 gros volumes devrait aussi tout particulièrement interroger et intéresser mes collègues africanistes de l'Institut des mondes africains, par exemple, ou vous-même ici. Et dans ces manuscrits, là aussi, comme souvent, on trouve des contrats de toutes sortes, alors en turc ottoman à gauche. Comme c'était en caractère arabe, le bibliothécaire de l'époque a réuni tout ce qu'il y avait comme documents dans une même liasse, et il y a des documents en arabe qui sont là aussi à décrire et à étudier. Dans tout ce travail, j'essaye de trouver des textes inédits, d'intéresser les chercheurs et puis, bien sûr, ensuite, mettre à la disposition les numérisations pour qu'ils puissent être étudiés. Les rendre accessibles, donc, ces manuscrits, c'est l'aspect qui nous lie tous ici, à l'Académie des sciences d'outre-mer, dans mon laboratoire, mais aussi à l'Union académique internationale. Et Monsieur Depape, hier, vous avez rappelé la notion d'union académique internationale. Union, ça signifie
fraternité, ça m'a touchée particulièrement parce que c'est mon souci premier dans mon travail, c'est de partager les connaissances à travers des publications, faire connaître les textes, faire connaître ces sources qui sont présentes sur le territoire français, puisque c'est celles auxquelles j'ai accès, et les faire découvrir pour les valoriser, et en particulier toutes les sources africaines et d'Afrique du Nord qui sont en grande majorité présentes dans nos bibliothèques en France. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame Muriel Boileau. Vous avez dépassé l'heure, mais je n'ai pas voulu vous arrêter, tellement c'est intéressant ce que vous dites, et on est impressionné vraiment par cette masse de données, de manuscrits en France. Alors, je vais revenir à une question, je ne veux pas la dévoiler maintenant, mais à mon avis, le phénomène se répète aussi dans les autres pays européens. On le sait. Il y a même une histoire à tout cela. Je vais revenir après pour ne pas monopoliser la parole. Alors, je passe tout de suite à Madame Sylvia Nopestieri. J'espère que j'ai prononcé votre nom correctement. Elle est, c'est pas comme dans le catalogue, elle est de l'université Pavia en Italie. Et elle va nous parler de Sorab numérique, enjeux et perspectives d'études des manuscrits arabo-malgaches à travers le cas de la série SN, que je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie. Allez-y. Allez, bonjour. Bonjour à tous et merci. Merci à tous ceux qui ont organisé cette conférence et à l'accueil que vous nous avez donné. Je suis très contente de pouvoir partager mes recherches aujourd'hui. Donc, je commence tout de suite. Alors, et je reprends, je remercie Madame Muriel et Monsieur Delmas qui a déjà introduit quelques mots sur les chourabés, qui est la tradition adjami à Madagascar. Donc, chourabé numérique, enjeux et perspectives d'études des manuscrits arabico-malgaches à travers les cas de fond SN. Quels sont les objectifs de cette présentation? Je vais partager petit à petit avec vous. Bon, comme on s'est dit, on s'est répété plusieurs fois dans les différentes interventions, de renforcer la relation entre les études sur la tradition arabico-malgache et toutes les recherches que vous avez présentées d'hier et que j'espère on va continuer à approfondir même au-delà de ces congrès. Normalement, Madagascar, c'est une île et vu que la tradition arabico-malgache est très particulière, normalement, on a un peu souffert d'isolement de recherche. C'était des études très, très, très spécifiques et donc c'est très bienvenu la relation, cette fraternité, l'enrichissement réciproque. Je vais vous donner un cadre général des études sur les manuscrits chourabés. Donc, je vais me permettre de rentrer un peu dans les détails pour analyser les potentialités, les avantages, les inconvénients aussi des nouvelles technologies, des digitalisations et numérisation pour les chourabés. Et pour développer ces thèmes, je vais donc donner des notions de base à propos de la tradition arabico-malgache, comment la tradition écrite a été introduite à Madagascar, quel est le rôle de l'écriture dans cette société anti-Muru, quelques notions sur les chercheurs et les recherches qui ont été faites sur les chourabés, une très brève histoire, les difficultés du terrain qui ont été remarquées par les auteurs durant les siècles. On va voir que les problèmes d'hier sont les problèmes d'aujourd'hui et les pistes actuelles des recherches. Et quelles sont les perspectives de numérisation, parfois forcées, et je vais vous expliquer pourquoi, à travers le cas de ce fonds inédit.
Concernant l'introduction de l'écriture à Madagascar, c'est une introduction spécifique, c'est-à-dire que ce sont deux vagues, il s'agit de vagues des migrants musulmans venant plutôt de l'océan Indien, Comores et ailleurs, mais pas directement rattachés au Proche-Orient. C'est-à-dire que dans les manuscrits arabico-malgaches, ils se disent descendants du prophète Mahomet, mais ce n'est pas tout à fait la vérité. Ça a été éprouvé que c'est pas ça. Donc, à la suite de l'installation des premiers musulmans à Madagascar, la première c'était en Xe siècle au nord, mais il n'y a pas d'introduction d'écriture au Xe siècle. Ça sera dans la deuxième vague, ce sont des vagues différentes. Je vais vous montrer une carte. Au XVe siècle, dans la région sud-est de la basse Matatane, qui est un fleuve. Je vais vous montrer les fleuves. C'est comme ça qu'on a l'introduction de grandes écritures. Shurabé vient du malgache Suratra, écriture, et B, grand. On s'est interrogé s'il y avait peut-être une petite écriture avant javanaise, malaise, vu l'origine des malgaches, mais ça n'a pas été prouvé, donc c'est probablement connecté à la valeur des puissances, des grandeurs de l'écriture qui est donnée au sein de la société Antemuro. Voici, vous voyez les deux premiers sites. En nord petit, j'ai marqué Bohémar, et en bas, c'est la région Antemuro qui a connu l'introduction de l'écriture. Je vais vous montrer les archives à ciel ouvert qui sont, voilà, ça c'est la rivière Matatane. Donc, au long de ces fleuves, il y a tous les villages, il y a des manuscrits partout. On ne sait pas où, on ne les connaît pas, c'est plein dans les rizières. Et ça, c'est un exemple, bon, d'archives parce que c'est une maison typique. Donc, ce sont les conditions où normalement les manuscrits sont conservés. Donc, c'est facile à comprendre. Je vais parler aussi, par exemple, des problèmes de conservation et vous pouvez déjà les imaginer. La société Antemuro, bon, se constitue à travers des groupes musulmans qui deviennent une aristocratie. Il y a notamment deux groupes principaux qui s'appellent Anteuni et Antalauta. Donc, ces nouvelles élites, à la suite desquelles ça naît le royaume Antemuro, carrément, ils ont des prérogatives, c'est-à-dire que en tant que noble, ils prennent le pouvoir, comme l'égorgement rituel des animaux, ce qui détermine la possibilité de manger de la viande ou pas. Donc, ce sont des droits qui sont qui ont des conséquences très concrètes. Les héritages, les droits d'héritage sur les terres plus fertiles, etc. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais ça provoque une division binaire et oppositive dans la société entre aristocrates et les restes, les roturiers, les parias, donc entre ce qui est pur et impur, le bien et le mal. Et carrément, ça arrive à écrit et oral, qui sont dans un binôme oppositif. Ce qui est écrit, c'est la vérité, c'est la tradition officielle. Ce qui n'est pas écrit n'a pas de valeur, c'est pour les autres. En bref. Voici le palais qui aujourd'hui se trouve encore. Ça, c'est le palais du roi du royaume Antemuro, même aujourd'hui. Donc, c'est une société forte présente, même aujourd'hui. Et ces conditions que je vous ai présentées ont des conséquences sur la recherche, parce qu'il ne s'agit pas du tout d'un terrain ouvert à la recherche, mais au contraire, on veut cacher, on veut garder ces traditions, et c'est très difficile d'accéder à ces documents qui sont dans ces archives privées secrètes. Quelques mots pour terminer ma présentation sur la tradition de l'arabico-malgache. Donc, les rôles, une perspective anthropologique est fondamentale. On ne peut pas que penser à l'histoire ou aux manuscrits, comme on pense dans les manuscrits. C'est clair, ce n'est pas seulement à Madagascar, mais il faut considérer le rôle de l'écriture dans les systèmes de pouvoir Antemuro. Le capital, ne sont pas que des livres. Ils possèdent un capital symbolique. Donc, il y a une sacralisation de livres et une canonisation de leur contenu. Donc,
tout ce qui concerne le livre, ce qui est transmis, mais aussi le livre même. C'est une sorte de relique. C'est quelque chose de sacré. La fabrication du papier, de l'encre, du livre entier est sacré. Et aussi l'initiation. Ceux qui peuvent accéder à ces livres ne sont pas tous les Antemuru, mais seulement certains clans qui sont choisis. Ce katibu, les gardiens, les scribes, est choisi et ce sont vraiment, c'est une petite élite qui transmet, garde la tradition, la peut enrichir au fur et à mesure, mais voilà, d'une façon très, très, très stricte. Donc, c'est une tradition vivante. Voici des exemples déjà très de fond SN que j'ai photographié sur la base Matatane. Voici un exemple d'un manuscrit très sacré. Vous voyez sur votre droite, il y a aussi la queue dans Zébu. Et ça, c'est un détail pour les manuscrits les plus sacrés. Donc, vous voyez, il y a même des détails pratiques. Tout ça, c'est fait en papier local et un peu des ébouts. Voici un autre exemple de manuscrit classique en papier Antemuru. Aussi. Et c'est un exemple très particulier que j'ai repéré. J'étais étonnée de retrouver un manuscrit comme ça en Tananarivo. C'est sûrement provenant de la base de la région du sud-est de Madagascar, mais je l'ai retrouvé d'une façon un peu particulière. Il y avait un ami qui m'a montré ces manuscrits qui lui avaient été vendus d'une façon un peu, on dirait, amicale. Et où j'ai repéré ces manuscrits, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est fait en peau des ébous, cuir et bœuf. Et l'écriture est gravée dedans avec un stylet. Donc, ce n'est pas une écriture, ce sont gravés. Ici, il y a des charmes. Et voilà. Maintenant, on ne connaît pas où ces manuscrits sont conservés. J'ai que les photos. La langue, pour accéder à ces manuscrits, ça dépend des contenus qu'on transmet, mais normalement, ils sont rédigés soit en malgache ancien ou moderne, notamment le dialecte antemuru, qui est un petit peu différent du malgache officiel, arabe plus ou moins déformé. Pas tous les katibou connaissent l'arabe, c'est-à-dire que parfois, il y a des charmes dont on connaît le son, dont on connaît peut-être l'écriture, mais on ne connaît pas ce que ça veut dire. C'est comme des formules magiques. Et en pidgin, arabico-malgache, dit kalam utesitetsi, c'est-à-dire le parler secret pour des charmes particuliers. Et les contenus de cette tradition, dans tous les manuscrits qu'on a, sont en gros, vraiment en gros, mais des deux types, des contenus historiques et généalogiques. Donc, il y a des mythes, des légendes dans le livre cité par M. Delmas de M. Beaujard. Il y a la tradition Anteuni. Moi, ma publication concerne l'histoire. Il y a le pèlerinage des ancêtres. Il y a les monstres Fanani avec sept têtes. Il y a toutes les légendes des ancêtres islamisés qui se sont installés en région Timur. Il y a des traditions historiques et des généalogies. Aussi bien qu'il y a des contenus médico-magiques. Bon, les premiers sont en malgache, normalement. Les deuxièmes sont plutôt en arabe, malgache, pidgin, donc recettes médicales, charme, interprétation de signes, du ciel, de la terre, géomancie, ainsi de suite. Donc, les terrains de recherche, je l'appelle miner parce que vraiment, c'est important d'essayer de mener des recherches à ces sujets. Quelques notions à propos de l'histoire des études sur les manuscrits arabico-malgaches. Déjà, les premiers étudiants, Flacourt, qui était à Madagascar en XVIIe siècle, il avait compris qu'il y avait des manuscrits, mais on ne peut pas vraiment le voir, les traduire, on ne savait pas. Mais il y a déjà des signalations, pas seulement au XVIIe siècle, même avant, mais ça c'est plus précis.
L'étude systématique, la grande partie, c'était en période coloniale, poussée par l'administration coloniale à Madagascar, Gallieni, etc. Donc, en début du XXe siècle surtout, et après, bien sûr, ils ont continué avec des académiciens de France. Il y avait aussi en XXe siècle, non, plutôt 19e siècle, aussi les missionnaires britanniques. C'est pourquoi il y a des manuscrits en Angleterre. Des pasteurs protestants à la fin du XXe siècle. C'est pourquoi il y a des manuscrits en Norvège. Mais toujours, les directions principales des recherches sont en premier la collecte des nouveaux manuscrits dans les collections privées dont je vous ai parlé. Un deuxième, dans l'archivage, mais aussi la recherche dans les manuscrits qui sont déjà été classés dans les bibliothèques et les archives à Madagascar et en Europe. Et aussi les grands travaux de translittération, traduction et interprétation, parce que c'est pas dit qu'une fois qu'on les a traduits, on comprend toutes ces connaissances et ces savoirs très, très, très articulés. Je vais revenir sur l'archivage des manuscrits dans les bibliothèques et les archives à Madagascar. Déjà, M. Delmas l'a anticipé, mais il y a quelques dizaines de manuscrits. Hier, excusez-moi, j'ai rajouté cette petite partie parce que hier, vous parliez dans vos interventions en Algérie, en Guinée, je ne sais pas, c'était des milliers de manuscrits. Pour les Chorabés, on peut parler de quelques dizaines. C'est-à-dire que à Madagascar, oui, c'est centaines, mais même pas connus. À Madagascar, j'en ai compté 76, 14 dans des archives et bibliothèques privées, publiques, 32 dans des collections privées. En France, 53. 39 dans des archives et bibliothèques, 14 collections privées. Bien sûr, ceux de l'Académie des sciences d'outre-mer sont comptés là. En Angleterre, 5. Tout dans des archives et bibliothèques. En Norvège, une dizaine. Donc, en total, 76 à Madagascar, en Europe 68. C'est vrai, ces recherches se rattachent à ce que Madame Roland a présenté parce que plusieurs fois, il y a des manuscrits, on pourrait avoir des manuscrits arabico-malgaches dans d'autres bibliothèques, mais on ne connaît pas qui sont en malgache, on voit que des caractères arabes, on les classe comme arabes, mais on ne sait pas qui ce sont des chorabés. Donc on pourrait avoir d'autres, même en Italie ou ailleurs, en Europe ou à Madagascar. Et voilà, dizaines ou centaines cachées, comme je vous ai dit, par les Katibou. Pour cela, on n'a pas d'idée. Moi, avec ma complète surprise, j'en ai repéré plusieurs. Je vais vous parler après de ça, mais on ne connaît pas, on ne peut pas estimer, on le connaît pas. Voilà, quelques problèmes de recherche, c'est-à-dire que déjà en 1880, Gabriel Ferrand, je cite ce qu'il a écrit pour vous faire comprendre le type de contexte des recherches malgré un séjour de près de 4 années à Mananzari et des relations nombreuses parmi les clans musulmans du Sud-Est, je n'ai pu avoir communication d'aucun document véritablement ancien, encore moins de chorabé authentique, dont probablement quelques fadis, qui signifie interdit, interdisait le contact avec les Vasas, qui sont les étrangers. Donc déjà, après 4 ans, il n'avait rien trouvé. Après, il en a trouvé, mais vous comprenez, non? Et pareil, un siècle après, les chercheurs Jean Sabutu, qui étaient anti-Mourou, mais pas des clans des descendants musulmans, il écrit, je cite encore, « Notre accès à ces documents était impossible à cause de l'importance qui leur est accordée sur le plan religieux d'une part et de notre origine roturière d'autre part. Exclu.
Les manuscrits Chorabé sont des livres sacrés que seuls les initiés peuvent toucher. Leurs détenteurs ne nous ont pas autorisés à consulter ce genre de documents. Les groupes aristocrates croient que le non-respect des interdits relatifs à ces manuscrits est cause de folie ou de toute autre maladie frappant la personne qui les profane, en raison de la force magique de ces grimoires et de leur caractère sacré. Les antisémites, qui est un clan anti-laut, pensent que la publication de faits historiques consignés dans leurs manuscrits provoquerait, j'espère pas, des troubles parce que certaines personnes ou certains groupes ne supporteraient pas le poids de l'histoire. Voilà des exemples très concrets. Problème d'études et de conservation. Déjà, je vous ai donné tous les éléments pour comprendre tout ce que je vais vous dire. L'obscurité du patrimoine, la sexe exclusive, la détérioration pour des causes naturelles. Pareil dans les archives et les bibliothèques. J'ai rencontré, par exemple, en 2015, j'étais à Madagascar, je voulais consulter les manuscrits conservés à l'université de Tananarive, mais ils m'ont dit, écoutez, madame, ils ne sont pas disponibles, ils ont été volés par des antémours qui sont venus ici, disons que ils avaient les droits sur les processus de ces manuscrits, et à présent, nous ne les retrouvons pas. Donc ça arrive aussi. Voilà. C'est un exemple des problèmes de conservation locale. Les manuscrits sont quand même gardés, mais vous voyez les insectes plutôt que ici on voit c'est un flambeau qui a brûlé, c'est clair, une bougie ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a la cuisine aussi dans les maisons typiques. Donc il y a des problèmes, des gros problèmes de conservation. Et aussi pour les manuscrits conservés dans les archives ici, Hugues Berthier, dont on a déjà parlé, gouverneur à Madagascar en début XXe siècle, il a publié ce livre, de l'usage de l'arabico-malgache en Imérina au début du XIXe siècle. Et déjà, vous voyez, il avait dactylographié, mais étant une écriture à jamais, on peut rencontrer des problèmes à dactylographier parce qu'on ne retrouve pas en arabe tous les signes nécessaires qui ont été utilisés par les scribes en Témour, et c'est déjà une interprétation. Dans ces cas, on a perdu l'original parce que le palais de la reine où il était conservé, il a été brûlé. Donc, les manuscrits a disparu et nous n'avons que ça. Donc, je vais petit à petit m'approcher à la conclusion parce que je vois que le temps passe, si vous me permettez, d'accord? Le temps est passé, mais essayez de... D'accord, j'essaie d'être bref. Alors, les fonds inédits finalement. C'est un fonds uniquement numérique que j'ai collecté après la consultation. On a dû redonner au Katib ou les manuscrits que j'ai consultés. Donc, la colocation actuelle c'est pas connu. Durant ma recherche des thèses de juillet au mois de décembre 2015, j'étais très surprise de trouver ces documents, 46 manuscrits. C'était les fruits d'une bonne relation avec les bons interlocuteurs qui n'étaient pas en Katibou mais qui avaient des bons contacts. Je les ai classés en 5 séries selon le village de provenance, et il y a des manuscrits plus anciens du 19e, 20e siècle et des cahiers d'études qui peuvent donner des renseignements, par exemple, sur la formation des Katibou. Bon, il n'y a pas d'études à propos de ça. La première série est faite des 11 livres, 7 manuscrits et 100 cahiers. La deuxième des 5 manuscrits du clan Anteshavan, du village de Savane. Série 3, Wazari, 21 manuscrits du clan Anteshar. Série 4, des 6 manuscrits des Anteruchi. Série 5 des Vuibulu, un manuscrit en photocopie. Voilà, donc les avantages, c'était que j'ai pu consulter des manuscrits qui normalement ne sont jamais donnés à la consultation, mais aussi je suis dans la possibilité pour l'instant, parce que j'ai pas l'autorisation à les publier.
Donc, aussi, j'étais objet de chantage. J'ai continué à me demander de l'argent parce que c'est clair, c'était pas gratuitement qu'ils ont montré ça. Et donc, il y a une réticence à poursuivre les résultats de ces recherches. Et donc, voilà. Bon, je vous donnerai la citation de Monsieur Beaujard. Je n'ai pas le temps de le lire, mais des conséquences continuent. Même sur le fait de photographier, il y a des réticences. Je ne suis pas la seule qui les a rencontrées. Et voilà, avantages et inconvénients pour clôturer d'une numérisation, c'est très souhaitable. Je vous remercie pour les contributions d'hier, aujourd'hui. Quelque chose de pareil pour les manuscrits arabico-malgaches serait magnifique parce que étant éparpillés en Europe, éparpillés à Madagascar, ayant plusieurs manuscrits sont aussi très semblables les uns les autres. Donc, de pouvoir les comparer, de pouvoir accéder facilement, ça aiderait aussi donc à une unification d'un terrain de recherche, une majeure accessibilité pour ces terrains de recherche où il y a vraiment peu d'étudiants et des ressources. Bon, bien sûr, ça ne permet pas de résoudre la nécessité de consulter l'original, d'avoir une formation compétente en base d'arabe, malgache et ainsi de suite, et toutes les ressources économiques conséquentes. J'ai terminé vite fait. Voilà une bibliographie essentielle et merci beaucoup à tous. Merci. Merci, Madame Sylvia Nopesteri, pour cette belle conférence. Et vraiment, c'était intéressant et moi, je suis intéressé par quelque chose. C'est-à-dire, il y a tout un travail de l'anthropologie des usages de ces manuscrits, que ce soit par les acteurs eux-mêmes qui conservent ces manuscrits. Ils les animent, ils sont des manuscrits animés par des esprits, etc. Et puis aussi comment les chercheurs se comportent aussi avec ces manuscrits, cette distance entre acteurs qui tiennent ces manuscrits et ceux qui cherchent ces manuscrits et essaient de les décrire. C'est vraiment très intéressant et très enrichissant. On passe donc à la discussion. Je ne sais pas, on a grignoté beaucoup de temps pour les exposer, mais c'est pas regrettable, je pense, du moins de mon point de vue. Qu'est-ce qui veut prendre la parole? Oui, monsieur. Présentez-vous, s'il vous plaît. Merci, bonjour. Azouz Naifer. Je m'excuse de reprendre la parole encore une fois, mais j'ai été passionné parce que ce que l'Académie des sciences d'outre-mer fait, et je suis un peu perdu véritablement par toutes ces données dont nous avons entendu parler aujourd'hui, aussi bien dans les bibliothèques municipales que ce qui a été trouvé à Madagascar et cette approche par le Sorabe que je ne connaissais pas, je dois vous l'avouer. Je me demandais si, parce que je connais assez bien l'île de la Réunion, si vous, madame, ou vous également, avez pensé à aller découvrir ce qui se trouve sur l'île de la Réunion, parce qu'il y a énormément de ressources, énormément de documents qui sont disponibles là-bas et qui pourraient certainement être exploités d'une manière très utile dans le cadre de ces recherches que vous faites. Je vous remercie en tout cas et je vous félicite pour ces travaux que vous menez qui sont absolument passionnants et qui, je pense, vous seront d'une grande utilité à vous-même, monsieur. Merci. Merci, merci à vous. Je donne la parole à Mounira Chapoto qui est en visio, qui la demande. À toi, Mounira.
faut mettre le micro. Non, il faut mettre le micro sur ton ordinateur. Je ne suis pas technicien, je suis... Mounira, on ne t'entend pas. Et je crois que le problème, c'est dans ton micro. Encore une fois, écoute, hein, aujourd'hui, j'ai vu combien vous êtes efficace, hein, puisqu'on n'a rien vu des tableaux proposés par Muriel. Et Mounira, on ne change pas, ne t'en fais pas. Bon, ne me pompe pas l'air là-dessus, excuse-moi. Hein. Alors, je salue Bruno Delmas, que j'ai vraiment plaisir à revoir. La dernière fois, je l'ai vu en 2019 au centenaire de l'UAI. Ça a été une vraie surprise pour nous deux, je suis très contente. Et aussi de revoir Muriel. Donc, j'ai l'impression de nager en terrain connu. Et je salue tout le travail que vous avez fait. Muriel, c'est extraordinaire que dans les bibliothèques de France, on puisse trouver comme ça des manuscrits arabes dispersés dans toute la France, d'après ce que vous avez raconté. Alors moi, ce que je regrette beaucoup, et j'en viens à cela, c'est que la Bibliothèque nationale soit absente. Parce que à Tunis, on a créé un musée virtuel du manuscrit. L'Académie est partie prenante du comité directeur de ce musée virtuel et nous aurions dû avoir une présentation. C'est vraiment un regret. Et d'autre part, il y a une personne, Muriel, que vous devez connaître, ne serait-ce que parce que c'est moi qui l'ai envoyé à l'IRHT depuis fort longtemps, c'est Khaled Kchir. Oui, bien sûr. Qui dirige un séminaire sur le manuscrit. Donc, ce sont deux choses quand même que je tenais à vous dire. Et puis maintenant, il y a une question. Concernant les contenus dont vous avez parlé, il y a deux choses qui m'ont intéressée. Depuis hier, vous avez parlé des guides de pèlerinage, et en particulier du Dalai al-Khayrat. Est-ce que, Sylvia, vous l'avez trouvé à Madagascar parmi les textes en témolo que vous avez étudiés? Les guides de pèlerinage. Le guide de pèlerinage qui s'appelle Dala'il el-Khayrat. Merci. Oui, merci de la question. Non, non, il n'y a pas un guide. Il n'y a pas de guide de pèlerinage. Parce que vous savez, ça a eu, comment dire, un succès considérable. Je crois qu'on peut compter par centaines les guides de pèlerinage de Dalai el-Khayrat que l'on trouve dans tous les fonds du Maghreb et du Mashraq. Donc, j'aurais aimé savoir si c'est allé comme cela en Afrique orientale et en particulier à Madagascar. Oui. Et encore une fois, je l'ai dit hier, je le répète, ce qui serait intéressant pour agrandir le nombre de personnes qui pourraient travailler avec vous, il faudrait qu'on puisse établir un lieu d'apprentissage du Hajmi et du Chourabé. À ce moment-là, oui, on pourrait être utile pour la lecture des milliers de manuscrits du fonds Ahmed Baba de Tombouctou, par exemple, et pour le Chourabé, Sylvia vient de nous dire qu'il n'y en a pas autant. Hein, donc, mais ce serait intéressant justement de connaître plus précisément toutes ces langues et leur combinaison, encore une fois, avec l'arabe, comment ça fonctionne.
Il y a quelque chose, Sylvia, qui a attiré mon attention aussi dans votre texte très intéressant sur Madagascar, c'est le poids social du scribe. Hein? Parce que je vais vous raconter un truc drôle, mais je connais un petit garçon espagnol qui a visité Paris récemment, et son souci était d'aller à la BN, pardon, à la BN, au Louvre pour voir le scribe. En réalité, finalement, le scribe, c'est un personnage, effectivement, qui est peut-être même crédité d'un pouvoir magique, puisque lui a cette possibilité de l'écriture. Et l'écriture, c'est quelque chose de magique. Je revois, par exemple, le geste des personnes simples, même en Tunisie, qui, lorsqu'elles ont un Coran, l'embrassent et le mettent sur leur tête en signe de soumission et de reconnaissance. Donc, il y a un véritable pouvoir magique déjà de l'écrit, mais justement, la question, on l'a vu hier, c'est la nature des textes que l'on a retrouvés. Par exemple, dans le fond Ahmed Baba, il y a beaucoup de textes en réalité d'initiation à l'islam, des textes juridiques, des textes de fiqh, des questionnesses en quelque sorte, hein, les fatwa et les nawazil. Est-ce que à Madagascar, vous retrouvez le même type de documents? Et vous avez dit que la filière, en quelque sorte, reste essentiellement dans l'océan Indien. Est-ce que, par exemple, Mayotte possède une langue semblable? Parce que El-Qumur, Juzur El-Qumur, les fameuses Comores, sont peut-être plus proches géographiquement du Yémen, etc. Donc de la corne orientale de l'Afrique, on passe facilement au Yémen, et peut-être que la langue aussi est différente à cause, grâce ou à cause, si vous voulez, de cette proximité. En tous les cas, merci. Personnellement, j'ai bu du petit lait depuis hier, parce que ce genre de choses est absolument passionnant, et on devrait recruter beaucoup de jeunes pour les mettre au travail là-dessus. On essaye d'intéresser les doctorants déjà, les étudiants en Voilà. master Ce et qu'ils en appellent les jeunes, et ce en sont les doctorat. doctorants. Oui, oui, bien sûr. Mounira, si vous êtes à Paris, bienvenue à l'IRHT. D'accord, merci. Il y a longtemps que vous n'êtes pas venue. Oui, oui, ça fait longtemps, c'est vrai. Madame. Non, il y a Monsieur Diagayete qui veut prendre la parole, Abdelhamid. Oui, Mounira, merci, Mounira. Allez-y, madame. Oui. Merci bien. Bonjour, messieurs, dames, et merci infiniment aux intervenantes pour leur exposé qui me fait découvrir un monde tout à fait inconnu pour moi jusqu'ici. J'aurais une petite question toute brève, parce que je ne suis pas du domaine, je reconnais, mais j'aimerais bien savoir si vous êtes en train de travailler avec l'Alexo. Où se place l'Alexo dans tout ça? Est-ce que vous avez jamais approché l'Alexo pour vous aider à faire vos travaux? L'Alexo, c'est l'équivalent arabe de l'UNESCO. Où est cette organisation? Je n'en ai vu personne ici présent. Aucun ne représente cette grande organisation qui a beaucoup d'argent. Où sont aussi les fondations arabes, comme les deux grandes fondations du Golfe?
Où est-ce qu'elles sont? Est-ce que vous avez jamais pensé les approcher? Et si ce n'est pas le cas, que comptez-vous faire peut-être avec l'aide de l'Académie ou avec l'aide de l'Union africaine? C'est autant de questions que j'aimerais, enfin peut-être qui me traverse l'esprit parce que c'est là un travail énorme, c'est fait avec beaucoup de dévouement, de passion et ça a sûrement besoin de beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Ça me rappelle un peu ce que vous faites me rappelle un peu ce que j'ai eu à découvrir un peu à l'occasion de mon séjour en Éthiopie. Là-bas, j'ai découvert ce qu'on appelle le gez. À bien décortiquer ce mot, ça me rappelle un peu al-i'jaz. Al-i'jaz en arabe. Le gez serait peut-être, d'après certains, l'origine de la langue amharique. C'est une langue assez hermétique. Il y a des manuscrits en gez. Et ça serait peut-être intéressant de faire le parallélisme entre votre travail sur ce grand sujet et ce qui a été fait en Éthiopie sur justement cette langue dans laquelle ont été écrits certains manuscrits qu'on trouve encore, surtout dans les églises en Éthiopie. Et quelle passerelle serait-il possible de créer entre tous ces travaux-là? Je vous remercie. Merci. La parole est à Simon Souf. Merci. صباح الخير منيرة. Au fait, j'étais impressionné par les 3 présentations. Des présentations là où il y a beaucoup d'inconnus. Et c'est là où je crois cette conférence a déjà réalisé l'un de ses objectifs. En vous suivant, tous les 3 d'ailleurs, j'étais en train de voir quelle serait la suite. Quelle serait la suite? Oui. Parce que je suis personnellement un chercheur fou des manuscrits. J'ai sillonné pratiquement le Moyen-Orient, j'étais au Yémen, j'étais au Pakistan, j'étais en Indonésie. Et les milliers de manuscrits que j'avais vus, et surtout les manuscrits au Yémen, je rebondis sur ce qu'avait dit mon cher Abdelhamid. Il y a beaucoup de paratextes à côté du texte du manuscrit. Il y a beaucoup d'histoire sociale, il y a beaucoup de psychologie, il y a beaucoup de mythologie. C'est pratiquement la même attitude vis-à-vis du manuscrit que j'avais vu à Sanaa, surtout les manuscrits coraniques. C'est pratiquement la même attitude parce qu'on prétend que ce manuscrit-là est l'unique manuscrit de Ali ibn Abi Talib et il n'y en a pas une autre copie au monde. Donc vous pouvez imaginer quelle sorte de mythologie, quelle sorte de pouvoir politique cette vulgate manuscrite pourrait avoir. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire, non sur le contenu du manuscrit, mais sur le contexte du manuscrit. C'en est un objet d'étude. Second objet, et parler de la suite, comment Fontès, cette structure-là qu'elle a initiée sur cette conférence-là, aurait rassemblé ses efforts. Comment Beit al-Hikma, comment les académies, comment l'union des académies pourrait créer une niche concernant les manuscrits, et vous êtes ici dans la tradition écrite, et une autre niche qui serait pour la tradition orale ou les traditions orales. Et attention, même le visage, l'aspect du manuscrit pourrait avoir un surplus d'oralité qu'on pourrait prendre par une certaine intelligence si l'on connaît l'esprit du manuscrit. C'est ce que j'avais appelé le contexte du manuscrit. Et là, je propose, qu'on ait une conférence annuelle
pour voir l'avancement de ces équipes-là, où en sommes-nous pour, je crois, donner cette information et assurer le suivi. 2, comment créer entre académie et université une passerelle. Si l'on n'attire pas les postdocs, si l'on n'attire pas les doctorants, si l'on n'attire pas les chercheurs, à quoi ça va servir tout ce travail-là? Et donc, ce que fait SOUS, qui est en train de chercher les sujets de recherche pertinents, relevants, genuine, authentiques, eh bien, c'est à travers ces manuscrits-là. On peut, le master en études africaines pourrait, entre autres, préparer un petit mémoire sur l'un de ces manuscrits-là, inconnu et tout à fait découvert. Et c'est là qu'on développe une dynamique Fontes, union des académies, Beit el-Hikma qui jouerait un rôle primordial, et ces universités-là qui seraient intéressées par cet effort, cet échange. Et outcome, tout ce qui en sort de tout cela, c'est valoriser votre travail quand même. Un travail qui serait éparpillé sur toute l'Hexagone, sur toute la France. À quoi servirait-il s'il n'est pas rassemblé dans une thématique, dans une réflexion, dans une perspective pour mieux étudier un peu ce qu'on sort comme problématique essentielle commune à tous ces manuscrits-là. Ça devrait quand même engager les sociologues, engager les historiens, engager les anthropologues et engager les hommes de culture. Et dernière remarque, pour les manuscrits, et ça c'est connu, je dirais, je ne suis pas en train de dire des perles, il faut des connaisseurs éditeurs de manuscrits, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui sait établir un texte, quelqu'un qui sait comparer les textes, quelqu'un qui présenterait un texte fiable sans jugement aucun. Si on commence déjà à préparer cette épinière de jeunes chercheurs qui pourraient lire, qui pourraient comprendre et qui pourraient établir, je crois que ça va être quand même l'une des bonnes conclusions à laquelle je crois Madame a bien signalé l'Alexo, je dirais même ICESCO. Ils seraient partie prenante. Ils ont beaucoup d'argent. Et que faire avec cet argent-là? Sinon, on prépare, on organise sous la tutelle de Fontes ou de l'Union des académies, on prépare des séances de formation régionales, africaines, en Afrique, sur le continent ou ailleurs, avec des spécialistes. Pas de restaurateur, non, je ne parle pas de ça, mais de quelqu'un qui connaît comment établir un texte d'une manière critique et non d'une manière de n'importe quelle façon. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci, M. Mensaf. Vous attirez l'attention sur un problème très important. Comment valoriser toute cette masse de manuscrits? Et je crois que Fontes doit prendre en considération et créer même une direction dans ce sens, à côté de rassembler les documents, OK, les répertorier, etc. Mais alors là, comment les utiliser, les valoriser? Et ça sera, à mon avis, un point très important. Excusez-moi, je crois que l'ICESCO organise des formations en lien avec le manuscrit. En ce moment, en Afrique de l'Ouest, dans plusieurs pays. Je crois qu'il y a des formations. Il faudra le vérifier, mais il me semble. Sylvestre qui peut peut-être éventuellement répondre aussi à quelques aspects posés. En Tunisie, c'est vrai? Oui. La parole est à vous. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai. Merci beaucoup encore une fois pour ce panel impressionnant. Je crois que la discussion par elle-même pour elle, c'était vraiment
inspiratif et stimulant, ce que vous avez présenté, donc je vous en remercie beaucoup. J'ai quelques questions, mais je vais les garder peut-être pour la pause de café, car on a déjà un peu dépassé le temps, mais je crois que chaque seconde méritait. Hein. C'est vraiment quelque chose de très important, ce qui a été présenté ici. Ce que je voulais dire, c'est, Sylvia, est-ce que tu peux encore une fois montrer le livre de M. Beaujard? Je propose que le livre soit posé pour quelques moments sur la table et je vous invite pendant la pause de le consulter, car je vraiment pense que c'est l'une des meilleures publications qui a été parue les dernières années dans le cadre du projet des Fontes Historiques africaines. C'est mon avis personnel. C'est mon avis personnel. Ce sont des manuscrits Sohrab de M. Philippe Beaujard, dont vous pouvez voir comment l'Académie des sciences d'outre-mer travaille dans le cadre du projet, comment ils annotent, comment ils font les introductions. C'est vraiment quelque chose de grande valeur pour les historiens, pas seulement pour les manuscrits malgaches, mais pour le projet en tant que tel. Donc, merci beaucoup. Je donne la parole à... Qui a demandé la parole. Allez-y. La parole est à vous, Monsieur Mohamed Diagaïté, si je prononce peut-être mal son nom. Diagaïté. À vous la parole. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Très, très gentil. Je suis quand même désolé de ne pas pouvoir me connecter dès le début. Comme vous savez, je suis à Tombouctou, la connexion est tellement mauvaise. Mais quand même, je suis très content d'entendre au moins la fin de l'intervention. J'ai juste deux petites questions. Je crois que notre collègue a parlé de Soraba, qui est des manuscrits Ayami. Je voudrais juste savoir, selon votre recherche, quelle est la date la plus ancienne des manuscrits Ayami que vous avez rencontrés? La date la plus ancienne des manuscrits Ayami des Malgaches que vous avez rencontrés. Deux, malheureusement, je ne connais pas très bien la malgache. Combien de langues qui sont écrites en Ayami? Par exemple, au Mali, ici, nous avons Fulfulde, Peul, Tamashek, Songoy, Soninke et Bambara. Merci encore et toutes mes excuses si la connexion n'est pas très bonne. Et beaucoup de courage et bonne journée. Merci. J'ai quand même de petites remarques à vous, Madame Muriel Roland. Moi, j'étais impressionné par cette masse de documents, de manuscrits en France. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est cette dispersion dans toute la France. Et alors, c'est un peu bizarre pour moi, en tout cas. Bizarre parce que ça me ramène à mes années de jeunesse, quand on étudiait la France, et la France, c'était un pays qu'on étudie beaucoup, comme on étudiait la Tunisie. On parlait du Paris et le désert français. Mais là, il n'est pas question de désert français. Hein? Il y a Paris et la France. Il y en a plein. Et comment on explique cette dispersion? D'habitude, c'est vrai que la France a un pays, un État centralisé, on comprend pourquoi Paris regroupe tout. Et pour les manuscrits, non, il y en a plein partout en France. Quelle est cette explication? Est-ce que vous avez une explication? Une autre petite remarque, d'où viennent ces manuscrits? C'est ça. Vous avez donné quand même quelques idées en parlant de l'Algérie, comment on a collecté des manuscrits à l'occasion de l'occupation de l'Algérie, etc. Je ne veux pas revenir sur ce que vous avez dit, mais ce que je connais, moi, pour la Tunisie du moins, pour la Tunisie à cette époque-là, et avant même la colonisation française en Algérie, il y avait des entrepreneurs en Tunisie qui
qui fabriquait des manuscrits. Parce qu'il y a une forte demande en Europe des manuscrits. Et alors là, on a un exemple. Je ne veux pas entrer dans des détails. D'abord parce que il faut savoir qu'il y a une prospérité de l'écriture des manuscrits au cours du XVIIe et XVIIIe siècle en Tunisie. Pourquoi? C'est simple. Parce qu'il y a une demande, un, et deux, parce que le papier il devient à bas prix. Contrairement à ce qu'il était avant. C'est en rapport avec l'imprimerie en France, en Europe, etc. Alors, il y a un livre que vous connaissez sûrement, le livre de Lucette Valency, Mardoché Najjar, qui parle d'un juif tunisien, qui est, alors là, il joue l'intermédiaire entre l'Europe, la France particulièrement, et la Tunisie, et il collecte les manuscrits. Il devient un entrepreneur et il organise des boîtes qui écrivent, qui transcrivent les manuscrits pour les envoyer, pour les vendre en Europe. Je montre comment, quand même, il y a d'abord une demande assez forte en Europe, en France et ailleurs, et il y a aussi ceux qui répondent à cette demande parce que c'est bien payé à cette époque-là. Voilà, juste une petite remarque. Bon, pour conclure, parce qu'il faut qu'on fasse une pause, en France, il n'y a que des provinciaux qui s'installent à Paris. Je suis vendéenne, il n'y a pas de manuscrits arabes dans ma ville natale, mais il n'y a que des provinciaux en France. Et les manuscrits sont donc, les collectionneurs sont partout en France, et les militaires qui ont participé à la colonisation étaient tous des provinciaux qui arrivaient en Algérie notamment, et qui découvraient avec émerveillement souvent ces manuscrits. Et moi, ce qui me surprend le plus, c'est tous les petits mots qu'ils ont eux-mêmes rédigés sous forme manuscrite dans les manuscrits qu'ils avaient souvent saisis en expliquant où ils les avaient pris, à quelle date, lors de quel événement. Et ça aussi, c'est une mine d'informations assez extraordinaire. D'accord. Merci. La province. Si je peux répondre aux questions en bref. Merci. J'essaie de répondre à quelques éléments qui est ressorti, donc je me souviens même plus qui a posé quelles questions, mais je commence dès la fin. Les manuscrits Chourabé les plus anciens a été daté par Gabriel Ferrand à la Bibliothèque nationale de France à l'aide d'un paléographe à 1595, entre 1595 et 1620. Donc, ce sont très anciens. Normalement, on ne retrouve pas ce type de manuscrits qui sont très rares parce qu'il y a des copies. C'est-à-dire que comme ils s'abîment, on a continuellement donc, de considérer quel est l'original et la discussion entre original et copie. Il y a des copies qui sont à la fois des originaux eux-mêmes. Donc, ça, c'est une question très, très ouverte. Mais bon, pour Madagascar, c'est ça. Il y a d'autres éléments qui permettent de dater, par exemple, des archaïsmes dans la langue. Il y a, quand on utilise les mots fort-dauphin, qui est les noms français de cet endroit à Madagascar, on sait que c'est après qu'il a été nommé Fort-Dauphin. Autrefois, quand on retrouve les noms anciens. Donc, ça permet aussi de dater l'ancienneté du contenu et la copie, c'est autre chose. Deuxième question, juste en bref parce que je n'ai pas le temps de répondre à tout, mais oui, c'était madame qui l'avait demandé. Ça serait très utile d'avoir non, je sais pas qui l'avait demandé. Bon, des cours en arabico-malgache. Tout à fait, hier, on parlait avec Muriel. Il y en avait. Dans les années 80, il y avait les cours il avait été lancé par Jacques Dess dans les années 80 à Paris. Mais après, avec la retraite de monsieur Rajaun Armanana
à l'INALCO il y a quelques années. Il n'y a plus de cours. Donc, c'est très difficile. Il faut apprendre le malgache, il faut apprendre des notions d'arabe et les mettre ensemble et de trouver la collaboration d'un katib où c'est très difficile. Mais je reviens, bref, sur la guide, sur les pèlerinages, parce que je me suis souvenue d'un particulier très intéressant. Il n'y a pas de guide, c'est-à-dire que normalement, même s'il y a tout est très, très sacré. Donc, il n'y a pas de guide, il y a rien ce sont des endroits très cachés. Mais moi, personnellement, par exemple, j'ai eu la chance, il y avait un pèlerinage sur les sites du débarquement des ancêtres. Donc, habillés d'une certaine façon, en amenant du poulet, en faisant tout en respectant les interdits, j'étais admise. Il fallait se promener pendant 10 kilomètres dès 3 heures du matin jusqu'à la matinée à fond. Et il y avait tous les villages qui faisaient ces pèlerinages. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de croiser, je suis tout à fait d'accord à propos du contexte. Moi, je suis anthropologue à la base. Et de réunir le contexte, les sources orales, les sources pratiques, les rites, les pratiques anthropologiques, culturelles, c'est fondamental pour comprendre les écrits. On ne peut pas les comprendre absolument. Et oui, il n'y a pas de texte d'initiation à la tradition arabico-malgache. Ils n'ont pas été étudiés car ils sont très, très, très secrets. Mais il serait super intéressant s'il y avait des katibou qui donnaient plus de renseignements sur la formation qu'ils ont. Bah, ça serait super, mais jusqu'à présent. Et les jeunes aussi ne sont pas très intéressés. C'est très en danger la préservation de ces domaines. Parce que les jeunes malgaches, comme c'est très exclusif, ils essaient de trouver, comme ils se sont exclus, ils trouvent d'autres façons de se placer dans la société. Donc, ils étudient dans les universités, ils laissent tomber les choses traditionnelles. Et donc, d'un côté, c'est très serré, de l'autre côté, il part. Et donc, on va voir au fur et à mesure comment ça va. Qu'est-ce qui se passera? Merci. Monsieur... Ah, pardon. Désolé, je vous ai pas vu. Allez-y, 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 allez-y. On va pas quand même vous frustrer. Madame la conférencière. Merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Abdeltif Othmani, je me suis déjà présenté hier. C'est à propos de la manière comment ces gens cachent l'information. Ce que je signale de passage, c'est que c'est un peu une tradition africaine. Il suffit de jeter un coup d'œil sur le début de l'État pharaonique pour se rendre à l'évidence qu'à l'époque, qu'à l'époque, les évêques conservaient l'information, et l'information à l'époque était très précieuse, et ils la conservaient pour l'intérêt de l'État de l'époque. Et je crois savoir que cette tradition a été bien assimilée en Afrique. Et là, il faut peut-être comprendre ce phénomène-là. Par ailleurs, au niveau de la question de la langue, Monsieur Champollion, à l'époque de l'invasion de l'Égypte à l'époque, avait quand même décrypté l'écriture hiéroglyphique. C'est ça, non? Je ne me suis pas trompé. Oui, c'est un mot qui est un peu compliqué. Et là, il avait quand même besoin d'une connaissance très large au niveau 3 ou 4 langues. Et c'est ce mixage qui lui a permis de décrypter cette langue. Voilà, c'était un peu ma précision. Je vous remercie. Merci. OK, si vous avez des réactions. Bon, alors on finit
la séance et vous avez une pause qui durera jusqu'à 11h45. Je viens de recevoir les instructions. Jusqu'à 11h45. Hein? Ça va quand même?